Début 1945, le Troisième Reich est à l'agonie. À l'ouest, les Alliés s'apprêtent à franchir le Rhin. À l'est, l'armée rouge va bientôt traverser la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Alors que le Reich est cerné de toutes parts, Hitler lance ses ultimes forces dans la bataille. Des milliers d'hommes, mais aussi des enfants vont être sacrifiés pour rien. Dans quelques mois, Hitler sera mort et l'Allemagne définitivement écrasée. Février 1945, sur les bords du Rhin, les Alliés rassemblent leurs forces pour ce qui doit être l'assaut final. Au nord, le 21e groupe d'armée du maréchal Montgomery. Au sud, le 12e groupe d'armée du général Bradley. Et surtout, la 3e armée américaine commandée par le célèbre général George Patton. Le 8 février 1945, Montgomery lance une violente offensive contre les forces allemandes défendant le Rhin. Au nord, ses troupes progressent dans une zone boisée. Au sud, l'avance est considérablement ralentie, car les Allemands ont inondé la région en faisant sauter certaines digues. Il faut 2 semaines avant que les 2 pinces de cette tenaille ne parviennent sur les bords du Rhin. Début mars, les forces de Montgomery contrôlent 22 km à l'ouest du fleuve. Maintenant, il va falloir le franchir. Plus au sud, le corps d'armée du général Bradley cherche déjà une solution pour traverser le Rhin. Le 7 mars 1945, les troupes atteignent enfin Cologne. Mais Hitler a ordonné la destruction de tous les ponts. Les patrouilles de reconnaissance se lancent dans une course effrénée pour trouver un moyen de passer de l'autre côté. Au sud de Cologne, dans la petite ville de Remagen, elles trouvent enfin un pont intact. L'assaut est aussitôt ordonné. Il faut balayer toute résistance. Mais au moment où les premières unités s'apprêtent à prendre pied sur la chaussée, une explosion retentit. Contre toute attente, le pont a résisté au sabotage. Sous la mitraille, les éclaireurs américains s'élancent pour couper ce qui ressemble à des câbles de mise à feu d'explosifs. Le général Bradley ordonne à ses troupes de passer de l'autre côté aussi vite que possible, car l'ouvrage est fragile. 18 bataillons, 14 400 hommes parviennent sur la rive orientale du Rhin. Hitler est foudrage. Les Américains progressent vers le cœur du Reich. 5 jeunes officiers sont aussitôt traduits devant une cour martiale. 4 d'entre eux sont fusillés. C'est au tour du Feldmaréchal Gerd von Rundstedt d'être la victime du jeu de chaises musicales auquel se livre le Führer depuis plusieurs mois. Il est démis de ses fonctions. C'est la 2e fois en moins d'1 an. Il est remplacé par un vétéran, le Feldmaréchal Albert Kesselring, héros des campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie. Les semaines suivantes, la Luftwaffe lance des attaques aériennes pour détruire le pont de Remagen. Aucune ne parvient à ses fins. Le 17 mars, pourtant, alors qu'une unité du génie tente de consolider l'ouvrage, il s'effondre brutalement.
28 hommes meurent noyés, 93 sont blessés. La première opération de franchissement est momentanément stoppée. Plus au nord, Montgomery prépare le premier assaut d'envergure à travers le Rhin. Le 23 mars 1945, 200 bombardiers Lancaster attaquent les positions allemandes à l'est du fleuve. La ville de Wesel est rayée de la carte. Les véhicules amphibies des commandos britanniques traversent enfin le Rhin. Ils ne rencontrent qu'une faible opposition. D'autres divisions les suivent de près. L'opération dure toute la nuit. Le jour suivant a lieu l'une des plus grandes opérations aéroportées de l'histoire. 16 000 hommes de la 6e division aéroportée britannique et de la 17e division aéroportée américaine sont parachutés pour s'emparer de points stratégiques et permettre aux forces terrestres de débarquer sans encombre. Mais les Allemands ont infesté la région de batteries anti-aériennes. Les parachutistes plongent vers l'enfer. En peu de temps, des milliers de parachutistes réalisent leur périlleux atterrissage. Ils doivent combattre dès qu'ils ont touché terre. Un planeur a les ailes brisées alors qu'il est encore à 150 mètres du sol. Plus de la moitié des planeurs sont détruits ou endommagés avant l'atterrissage. Malgré ça, les troupes aéroportées font la jonction avec les forces terrestres. Les têtes de pont sont établies et parfaitement sécurisées. Montgomery exulte. Dans la course que les chefs alliés se livrent, il pense avoir l'avantage. Pas pour très longtemps. La nuit précédant son opération, son grand rival, le général Patton, a déjà traversé le Rhin près d'Oppenheim. Ces hommes filent également vers le cœur du Reich. Pour les généraux alliés, cette guerre s'est transformée en compétition effrénée. Qui ira le plus loin et le plus vite dans le territoire allemand? Les jours qui suivent, les Alliés sont de plus en plus nombreux à traverser le Rhin. Les défenses allemandes s'effondrent. Au nord, les hommes de Montgomery se ruent vers la ville de Münster. Au sud, les forces du général Bradley, dont la 3e armée de Patton, foncent vers Marbourg et Lauterbach. L'une des plus grandes villes d'Allemagne, Francfort-sur-le-Main, est encerclée. Les Alliés la délaissent et poursuivent leur route. Certaines unités nazies se battent jusqu'au bout, avec la férocité du désespoir. La question n'est plus de savoir si le Reich peut être sauvé, mais plutôt quand il s'effondrera définitivement. Les panzers de la SS ont été balayés. La question maintenant n'est plus de savoir si le Reich résistera, mais plutôt de savoir qui parviendra à faire tomber Berlin, l'armée soviétique ou les alliés occidentaux. Alors que les alliés anglo-américains caracolent dans l'ouest de l'Allemagne, l'armée rouge lance à travers la Pologne une grande offensive vers la frontière du Troisième Reich. Les forces nazies du front de l'Est sont mal équipées et mal préparées pour repousser cet assaut. L'approvisionnement en armes et en munitions est dérisoire.
les hommes se battent avec des fusils datant de la Première Guerre mondiale. Pire encore, les services de renseignement nazis estiment que les soldats soviétiques sont 11 fois plus nombreux. Les Russes ont aussi plus de blindés et de pièces d'artillerie. Hitler n'a presque plus de réserves stratégiques. Toutes ses forces ont été engagées sur le front occidental. Le 12 janvier 1945, l'offensive de l'armée rouge débute, comme d'habitude, par un gigantesque barrage d'artillerie. Le bombardement s'étend sur un front de 450 km. Les Soviétiques n'ont plus qu'un objectif, atteindre le territoire allemand le plus vite possible. Au sud, le 8 janvier, ils s'emparent de la ville polonaise de Cracovie. Les soldats russes traversent la Pologne si rapidement qu'ils délaissent des poches de résistance à Poznan et à Breslau, aujourd'hui Wrocław. Elles seront anéanties dans un deuxième temps. À la fin du mois de janvier 1945, les troupes soviétiques franchissent la frontière allemande et atteignent les rives de l'Oder. Le drapeau rouge est à 1 heure de route à l'est de Berlin. C'est un triomphe pour le général Georgi Zhukov, vétéran de toutes les campagnes depuis la guerre russo-japonaise de 1938. Ces hommes viennent de parcourir 350 km en seulement 14 jours. C'est l'une des offensives les plus rapides et les plus efficaces de l'histoire militaire. Ces divisions s'arrêtent aux portes de la capitale du Reich pour reprendre leur souffle et être approvisionnées. Elles sont bientôt rejointes par le second groupe d'armées soviétiques qui se retranche plus au sud, le long de la rivière Ness. Au même moment, en Prusse orientale, une troisième armée russe assiège le port de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad. Adolf Hitler sort de moins en moins en public. Il n'a plus confiance en ses généraux et nomme le maître de la SS, Heinrich Himmler, chef de toutes les forces armées de l'intérieur. Mais Himmler est un piètre tacticien qui n'a aucune expérience. Au mois de février 1945, les troupes sous son commandement sont enfoncées par les forces soviétiques surgissant de l'Ouest. Hitler dispose encore de quelques réserves. L'armée allemande occupe toujours la péninsule de Courlande, voisine de la Lettonie. Une fois encore, Hitler prend une décision pour le moins bizarre. Il refuse de mobiliser ses forces et les maintient dans la région. Refus de sonner la retraite, manque de lucidité sur la situation désastreuse du Reich, ou impossibilité de renoncer à conquérir de nouveaux territoires, dans tous les cas, le Führer demeure inflexible. 200 000 hommes vont rester là à attendre jusqu'à la fin de la guerre. Pendant ce temps, l'armée rouge prépare l'assaut sur Berlin. Les troupes soviétiques ne sont plus qu'à 75 km de la capitale allemande. Les colonnes de réfugiés se jettent sur les routes. La panique gagne le Reich. Les Russes ont vu leurs terres ravagées, leur peuple martyrisé. Dans certaines régions, les nazis ont tué, pillé, violé. C'est un pays meurtri qu'ils ont libéré. Leur avancée a découvert les horreurs perpétrées par le régime nazi. L'heure de la vengeance a sonné. Dans la neige et le froid, en ce début d'année 1945,
5 millions de civils ont abandonné leur foyer pour se précipiter vers l'ouest et échapper aux rouleaux compresseurs soviétiques. 2 millions d'habitants des ports de la Baltique sont évacués par la mer. Mais les sous-marins soviétiques sont à l'affût. « 24 paquebots remplis de civils et de soldats allemands sont torpillés. Le Wilhelm Gustloff coule avec 10 000 personnes à bord. Moins de 1000 passagers seront secourus. C'est l'une des plus grandes catastrophes maritimes de notre histoire. Le chef d'état-major, le général Heinz Guderian, presse Hitler de rapatrier des unités du front occidental pour défendre Berlin. Le Führer accepte et rappelle la 6e armée de Panzer SS. Mais au lieu de l'envoyer vers Berlin, il l'expédie en Hongrie. Hitler est obsédé par la protection des derniers gisements de pétrole, les champs d'extraction hongrois du lac Balaton. Il a tort. En Hongrie, les panzers sont accueillis par les soviétiques. Leur combat est sans espoir. Les SS font tout ce qu'ils peuvent pour retenir le raz-de-marée russe. La lutte dure plusieurs jours. Finalement, les Allemands doivent se replier vers l'Autriche. Hitler leur ordonne de défendre Vienne, bientôt encerclée par l'armée rouge. Mais la 6e armée de Panzer n'a plus les moyens de défendre quoi que ce soit. Son chef, le général SS Sepp Dietrich, ne se fait aucune illusion. Il ironise « Nous sommes la 6e armée de Panzer parce qu'il ne nous reste plus que 6 chars en état de marche. » Le 10 avril 1945, l'armée rouge entre dans Vienne. Les panzers de la SS ont été balayés. La question maintenant n'est plus de savoir si le Reich résistera, mais plutôt de savoir qui parviendra à faire tomber Berlin. L'armée soviétique ou les alliés occidentaux? L'enjeu de cette course vers la capitale du Reich n'est pas seulement militaire, il est aussi politique. Depuis le mois de mars 1945, les Russes campent sur les bords de l'Oder, attendant l'ordre qui les fera fondre sur Berlin. À l'ouest, le commandement est confronté à un sacré dilemme. Les premières lignes alliées ne sont plus qu'à 450 km de Berlin. La plupart des généraux souhaitent se précipiter sur la ville et battre les soviétiques sur le fil. Il n'en sera pas ainsi. Au mois de février, lors de la conférence de Yalta sur les bords de la mer Noire, Staline, Roosevelt et Churchill ont divisé l'Allemagne en zones d'occupation. Berlin est et restera dans le secteur russe. Eisenhower a ordonné à ses généraux d'ignorer la capitale du Reich et d'envahir le reste du territoire. Le 1er avril 1945, les troupes américaines encerclent la plupart des cités industrielles de la Ruhr. Une fois de plus, les soldats allemands leur opposent une résistance obstinée. Lorsque la région tombe enfin, 2 semaines plus tard, plus de 350 000 hommes sont faits prisonniers. C'est l'une des redditions les plus importantes de la guerre. Le commandant des forces allemandes, un nazi acharné, le Feldmaréchal Walter Model, se suicide. Dans les autres régions, la résistance est plus relative. Et les troupes du général Bradley se répandent plus facilement sur l'ensemble du territoire. Le 18 avril 1945, le Reich est coupé en deux.
Les Américains occupent un couloir en atteignant la frontière de la Slovaquie, tenue par les Russes. Dans le même temps, au nord de la Roure, la première armée canadienne du général Montgomery entame la libération des Pays-Bas. Les Hollandais ont particulièrement souffert durant l'hiver 1944-1945. Les troupes d'occupation allemandes ont ponctionné les réserves de nourriture et de carburant du pays, laissant les civils mourir de faim et de froid. Le 15 avril 1945, la ville d'Arnhem est libérée. Les Alliés progressent rapidement. Les jours suivants, Groningue, située sur la côte nord, l'est à son tour. Les forces allemandes cantonnées près d'Amsterdam sont intactes, mais totalement encerclées. Les officiers allemands acceptent de signer une courte trêve. La folie hitlérienne va s'achever dans le sang. L'armée allemande n'est plus composée que de vieillards ou d'enfants. Ce sont les ultimes troupes pour le dernier combat. La deuxième armée britannique, toujours sous le commandement de Montgomery, progresse vers le nord, en s'enfonçant dans les plaines allemandes. Osnabrück tombe le 4 avril. Les Britanniques s'approchent du port de Brême. C'est l'enfer qui les attend. Il faut 9 jours de combats féroces pour que le port soit enfin sécurisé. Deux jours plus tard, les forces de Montgomery atteignent l'Elbe à Lüneburg. Alors qu'ils avancent dans la campagne allemande, les soldats alliés découvrent l'horreur concentrationnaire. La solution finale devient une réalité. Au début du mois d'avril, les troupes américaines pénètrent dans le camp d'Ordruf près de Weimar. Le général Eisenhower aura du mal à se remettre de cette visite. Les SS ont évacué la plupart des prisonniers, mais ils ont laissé derrière eux des milliers de cadavres. 8 jours plus tard, les Britanniques libèrent un autre camp, Belsen, au nord de Hanovre. Ils y découvrent 70 000 prisonniers. Des milliers sont déjà morts. Les survivants ne sont que des fantômes agonisants, affamés, perclus de maladies. Je suis passé de l'autre côté des barbelés pour pénétrer dans un véritable cauchemar. Voilà les corps de ceux qui sont déjà morts. Tout autour, l'horrible procession de fantômes émaciés. Des êtres errants sans but, n'ayant strictement rien à faire, même pas à espérer de vivre. Incapables de sortir de l'ornière qu'est leur chemin, incapables de regarder le paysage infernal qui les entoure. Ils sont là, attendant leur tour. Voilà ce que les Allemands ont fait. Il n'y a aucun doute là-dessus, et ils l'ont fait délibérément et lentement. Au même moment, beaucoup plus au sud, en Italie, les forces allemandes sont sur le point de capituler. Elles sont restées retranchées pendant longtemps sur les crêtes des Apennins. Mais Sir Harold Alexander, commandant des forces alliées en Méditerranée, a préparé une offensive pour le printemps. Le 9 avril 1945, les forces britanniques attaquent le front sur toute sa longueur. Cinq jours plus tard, les troupes américaines se mettent en branle et atteignent rapidement la rive sud du Pô.
Les Allemands rallient l'autre côté pour s'y retrancher. Mais le général Heinrich von Wittinghoff ne se fait guère d'illusions sur ses capacités à résister plus longtemps. Il préfère abandonner la partie. Le 29 avril 1945, il se rend sans condition. La reddition est effective le 2 mai 1945. C'est la première fois qu'en Europe, des troupes allemandes acceptent de se rendre de façon officielle. En Allemagne, Russes et Américains ont fait leur jonction à Torgau, sur l'Elbe, près de Leipzig. L'armée allemande n'est plus composée que de vieillards ou d'enfants. Ce sont les ultimes troupes pour le dernier combat. Le Troisième Reich ne survivra certainement pas à cette dernière bataille. Le 1er avril 1945, Staline convoque ses 2 meilleurs maréchaux à Moscou pour leur transmettre les ordres concernant la prise de la capitale allemande. Le célèbre maréchal Georgi Zhukov devra lancer l'assaut à partir de sa tête de pont sur l'Oder. La deuxième armée, sous les ordres du maréchal Ivan Konev, devra traverser la rivière Ness plus au sud, s'enfoncer profondément en terre allemande et contourner Berlin. En tout, 2,5 millions d'hommes vont s'élancer à l'assaut du Reich. Ils seront appuyés par 6 000 chars et 40 000 canons, mortiers et lance-roquettes. Mais les Allemands ne s'avouent pas vaincus pour autant. Berlin est défendu par 1 million d'hommes. La plupart sont retranchés dans de solides positions le long d'un escarpement s'élevant au-dessus de la vallée de l'Oder, les hauteurs de Silov, un rempart naturel dressé devant les troupes du maréchal Zhukov. Il y a là un mélange de vétérans, de SS fanatiques et de jeunes recrues qui n'ont parfois que 14 ans. Les membres de la Volkssturm, l'armée du peuple, ont renforcé les rangs de cette garnison hétéroclite, quasiment livrée à elle-même. Depuis plusieurs jours, Adolf Hitler s'est enfermé dans son bunker situé sous la chancellerie du Reich à Berlin. Bourré de médicaments, il erre comme une âme en peine, lançant des ordres insensés à une armée totalement imaginaire. Ses apparitions publiques sont de plus en plus rares. Début mars, ses conseillers l'ont persuadé de passer en revue les troupes qui s'apprêtent à se retrancher le long de la ligne d'air. Le même mois, il sort de sa tanière pour inspecter un petit groupe de jeunesse hitlérienne. C'est sa dernière apparition devant les caméras. Le 12 avril 1945, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, meurt d'une hémorragie cérébrale. L'un des personnages principaux de cette guerre vient de disparaître. C'est lui qui avait convaincu l'Amérique d'entrer en guerre aux côtés des Alliés. Le ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, répète à qui veut l'entendre que c'est la fin de la coalition alliée, qu'une victoire allemande est encore possible envers et contre tout. Hitler s'accroche encore à cette folie. Mais ce délire fait long feu. 3 jours après la mort de Roosevelt, le maréchal Zhukov ordonne l'offensive sur Berlin. Le long du front, Zhukov a disposé un canon tous les 7 mètres. Mais les défenseurs de Berlin se sont repliés sur des positions plus sûres. Les obus soviétiques tombent dans le vide. Lorsque les Russes montent à l'assaut, ils sont confrontés à une solide résistance. La surprise est d'autant plus mauvaise que rien ne semble pouvoir la faire plier. Lorsque Zhukov, impatient d'en finir, expédie ses chars sur le front, la résistance ne fléchit pas.
Pire, les blindés soviétiques sont littéralement englués dans les faubourgs de Berlin. Heureusement, au sud, l'offensive de Konev se déroule dans de meilleures conditions. Ces hommes traversent la rivière Ness et n'ont plus qu'un obstacle à franchir, la rivière Spree. Staline jubile. Il va utiliser la rivalité entre ces deux maréchaux. Il ordonne à Konev de lancer ses chars sur la capitale du Reich. Une autre course-poursuite s'engage, entre Russes cette fois. Mais Staline n'est pas satisfait. Son pays a trop souffert pour accepter cette cérémonie en catimini. Il veut humilier les Allemands. Après 3 jours de combats farouches, les hommes de Zhukov arrivent enfin à rentrer dans les faubourgs est de la ville. Au même moment, Konev approche par le sud. Les Allemands résistent toujours, avec l'énergie du désespoir. Le 25 avril 1945, les deux armées russes font la jonction. L'assaut final peut commencer. Lorsque les quartiers tombent, les civils se risquent à sortir des caves qui les abritaient jusqu'alors. Mais les Russes n'ont que faire des drapeaux blancs. Les viols succèdent aux viols. Les Soviétiques exercent les pires représailles, obtiennent la pire des vengeances. Après 3 nouveaux jours de combat, les derniers défenseurs de la ville sont enfermés dans un réduit de 3 km² au centre de Berlin. Désormais, on se bat pour conquérir ou garder chaque maison. Le 30 avril, les troupes soviétiques montent à l'assaut du Reichstag, le bâtiment du Parlement allemand. Staline attache une grande importance à la prise de ce symbole du pouvoir nazi. Mais les assaillants sont stoppés par un feu d'enfer. Cet après-midi-là, les Russes investissent enfin les lieux. Les combats se poursuivent dans chaque pièce, dans chaque couloir, jusque dans les cages d'escalier. Il faut encore 3 heures de lutte pour que le drapeau rouge flotte enfin sur le Reichstag. Le jour suivant, le 1er mai 1945, la scène est rejouée devant les caméras. Hitler, lui, est déjà mort. Le 30 avril, alors que la bataille fait rage au-dessus de lui, celui qui pensait bâtir le Reich millénaire, qui déclencha une guerre dévastatrice, qui commanda l'extermination de millions de personnes, Hitler, le Führer, s'est suicidé. Le Troisième Reich n'aura vécu qu'une 12aine d'années. Leur entourage brûle leurs corps et les enterre à la hâte dans le jardin de la chancellerie. Dehors, la bataille se poursuit. Hitler a désigné son successeur, c'est l'amiral Karl Dönitz. Il va devoir gérer l'héritage de feu et de sang et tenter de sauver ce qui peut l'être encore au milieu de la tourmente guerrière qui achève sa nation. L'Allemagne hitlérienne agonise. Le 1er mai 1945, le peuple allemand apprend que son guide suprême est mort au combat. Mais on lui ordonne de poursuivre la lutte contre la menace bolchevique.
Pendant ce temps, les dignitaires nazis tentent de sauver leur peau. À Berlin, Joseph Goebbels et Martin Bormann essaient de négocier la reddition de la ville avec les Russes. Mais le maréchal Zhukov réclame la capitulation de toutes les forces allemandes sur tous les fronts. C'est beaucoup plus que ce que Goebbels et Bormann sont en mesure de donner. Les combats pour Berlin se poursuivent. Dans la soirée du 1er mai, Goebbels et son épouse tuent leurs 6 enfants et se donnent la mort à leur tour. La même nuit, Bormann disparaît. En 1990, un test ADN réalisé sur le corps d'un homme retrouvé dans Berlin prouve qu'il s'agit de lui. Le 2 mai au matin, Berlin se rend. En milieu d'après-midi retentissent les derniers coups de feu. La capitulation entière et complète de l'Allemagne n'est plus qu'une question d'heures, de jours tout au plus. Le 3 mai, Dönitz expédie une délégation auprès du maréchal Montgomery, commandant des troupes britanniques. Il lui offre la reddition de toutes les forces allemandes cantonnées dans le nord du pays. Montgomery lui répond qu'il n'a pas le pouvoir d'accepter la capitulation de troupes situées sur les fronts américains ou russes. Il ne peut que recevoir celle des hommes auxquels ses troupes s'opposent. Dönitz n'a pas d'autre choix que d'admettre les conditions de Montgomery. Mais cet accord partiel n'arrête pas la guerre dans le reste du pays. Dönitz doit donc expédier une autre délégation au général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées de l'Ouest. Il entame des négociations de paix en se gardant bien d'évoquer la reddition face aux troupes soviétiques. Cette fois, Eisenhower réclame la capitulation sans condition de la totalité des forces armées allemandes. Dönitz est encore obligé de composer. À 2h41 du matin, le 7 mai 1945, dans le quartier général d'Eisenhower à Reims, le général Alfred Jodl, chef d'état-major de la Wehrmacht pendant les 6 années de guerre, signe la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le chef d'état-major d'Eisenhower, Walter Bedell Smith, paraphe le document au nom des alliés occidentaux. Le général Ivan Sousloparov le signe pour l'Union soviétique. Mais Staline n'est pas satisfait. Son pays a trop souffert pour accepter cette cérémonie en catimini. Il veut humilier les Allemands. Il annule la signature de Sousloparov et demande qu'une seconde capitulation intervienne au cœur du Reich vaincu, à Berlin. Le 9 mai 1945, à minuit et quart, le chef d'état-major d'Hitler, le Feldmaréchal Wilhelm Keitel, signe donc un second document pour complaire à Staline. Le maréchal Zhukov représente l'Union soviétique. Le maréchal de l'air, Sir Arthur Tedder, et Jean Delattre de Tassigny signent pour les alliés occidentaux. In January 1943, the late President Roosevelt and Premier Churchill met in Casablanca. There they pronounced the formula of unconditional surrender for the Axis powers. In Europe, that formula has now been fulfilled. Des semaines de liesse commencent. Aux États-Unis et en Europe, les peuples célèbrent la fin de la guerre sur le vieux continent. Les combats ont officiellement cessé le 8 mai à 23h. C'est le jour de la victoire en Europe, le V-Day pour les anglophones. Pourtant, la guerre n'est pas vraiment finie. À l'Est, le Japon poursuit la lutte.
Et l'Europe va mettre beaucoup de temps à se relever de ses ruines. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Le vieil ordre mondial a vécu. Les survivants de l'Holocauste et les prisonniers du travail obligatoire, esclaves du totalitarisme hitlérien, vont devoir s'inventer une vie d'homme libre. Des millions de prisonniers allemands doivent retrouver le chemin de leur foyer. Les criminels de guerre, celui des tribunaux. On recherche activement les SS, responsables des pires atrocités durant ce conflit. Les dignitaires nazis comme le commandant de la Luftwaffe, Hermann Göring, sont arrêtés. Ils peuvent parader devant les caméras. L'heure du jugement est venue. Certains grands patrons d'industrie comme Albert Speer, des officiers supérieurs comme Jodl ou Dönitz seront également traduits en justice. Ils comparaîtront pour crimes contre l'humanité à Nuremberg. You must plead guilty or not guilty. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess, you must plead guilty or not guilty. Nein. That will be entered as a plea of not guilty. Tous les dignitaires nazis sont condamnés à des peines allant de 10 ans d'enfermement à la peine de mort. Mais Göring réussira à se suicider dans sa cellule pour éviter l'humiliation de la pendaison. Deux mois après la défaite de l'Allemagne, les Alliés se rencontrent dans une petite cité de la banlieue de Berlin, Potsdam. Le pays est divisé en 4 zones d'occupation, soviétique, britannique, américaine et française. La ville de Berlin, enclavée dans la zone russe, est également répartie en 4 secteurs. L'Europe se retrouve plus divisée que jamais. Désormais, certains Européens devront vivre sous la férule de l'Union soviétique, alors que d'autres rejoindront ce que l'on appellera bientôt le camp occidental. Mais la Seconde Guerre mondiale ne sera vraiment terminée qu'avec la fin d'une autre grande bataille dans l'océan Pacifique.